Avec plus de 30 000 étudiants, 1 millier d'enseignants et 133 centres de recherche, l'université de Tel Aviv est l'université de recherche la plus grande d'Israël. Elle abrite aussi en son sein un endroit des plus singuliers, la synagogue Symbalista. 2 bâtiments en forme de rouleau de la Torah, chacun a son public, l'un pour que les plus pratiquants puissent prier, l'autre pour la recherche culturelle. Mais les 2 entités sont soudées l'une à l'autre. Bonjour à tous. Conversation avec vous, comme chaque semaine, vous donne la parole. Car c'est en échangeant ensemble que nous comprenons mieux la réalité de la société israélienne. Une société au bord de l'étouffement. Car dans moins de 15 jours, c'est Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Un moment où il est de tradition pour les familles se retrouver pour manger, pour prier. Mais le ciel israélien est désespérément fermé aux Français. Impossible donc de se retrouver pour tremper ensemble pomme dans le miel. Alors les autorités israéliennes en font-elles trop? Ce sera le thème de cette émission aujourd'hui, depuis l'université de Tel Aviv. Derrière moi, un symbole très fort au cœur de cette université, une synagogue en forme de rouleau de la Torah, symbole de l'unité d'un peuple. Voici le sommaire. C'est le cauchemar que craignaient bien des familles, revivre ce qu'elles avaient déjà connu à Pessah, la Pâque juive. Des repas séparés, sans pouvoir se retrouver. Ville dans le rouge, frontière avec la France fermée. Alors êtes-vous en train d'étouffer, vous habitants d'Israël? Nous vous poserons la question. Il était le héros de la première vague du coronavirus. Benjamin Netanyahou était si fier au printemps des bons résultats de son pays. Mais depuis cet été et la seconde vague, c'est Israël qui devient le mauvais élève. Alors a-t-on crié une victoire trop vite ou Israël est tout simplement un pays comme un autre face au Covid-19? Nous vous interrogerons. Et avant de retrouver nos invités, partons à la découverte des lieux qui nous accueillent aujourd'hui. Nous sommes à l'université de Tel Aviv et c'est le vice-recteur de cette université qui est avec nous aujourd'hui. Et Zisser Shalom. Shalom. Merci de nous accueillir ici à l'université de Tel Aviv. La rentrée, c'est très bientôt. C'est en octobre, juste après les fêtes. Une rentrée très particulière puisqu'elle va se faire sous le signe du Covid-19. À quoi va d'ailleurs ressembler cette rentrée? Je crois que pour les nouveaux élèves, cette rentrée sera chargée d'émotions, mais aussi très différente des autres années en raison du corona. Ce campus est en général noir de monde puisque nous avons pas loin de 30 000 élèves et 10 000 employés et professeurs. Et donc, ce sont 40 000 personnes qui ne seront pas là physiquement durant cette année scolaire puisque la grande majorité des cours sera effectuée à l'aide de l'application Zoom. C'est pour nous une situation nouvelle et complexe, mais nous avons pu nous entraîner lors du dernier semestre et cela a plutôt bien fonctionné, donc nous avons bon espoir. Est-ce qu'il y aura autant d'étudiants que l'année précédente, vu les enjeux et les difficultés simplement pour eux? Par exemple, pour tous ceux qui travaillaient l'été dans des restaurants, dans des cafés, pour se faire de l'argent de poche et se payer des études, qui n'ont pas pu se les payer finalement? En fait, il y a une hausse des inscriptions d'étudiants dans toutes les universités israéliennes. Cela s'explique par le fait que normalement, les jeunes Israéliens, finissant leur service militaire, partent en voyage autour du monde. Mais en ce moment, cela est impossible et donc ils viennent directement chez nous. De plus, quand le marché du travail est mal en point, beaucoup préfèrent étudier plutôt que de rester à la maison. Et donc, nous avons une hausse conséquente du nombre d'inscriptions. Mais nous aimerions faire venir sur le campus au moins les élèves de première année qui rentrent à l'université pour la première fois. Mais comment ils vont les payer leurs études? Les études en Israël ne sont pas gratuites comme en France, mais dans les universités publiques, les frais d'études sont assez bas. Il y a des bourses et beaucoup d'autres aides pour les soldats démobilisés. Alors ce n'est pas gratuit, mais je pense que l'on peut quand même faire face au coût des études à l'université ou en école publique en Israël. Et puis nous espérons toujours que les choses évoluent. אפשר עדיין לעמוד בשכר לימוד באוניברסיטאות ומכללות ציבוריות במדינת ישראל, ואני מקווה לטוב. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de la spécificité de l'endroit où nous sommes. L'université de Tel Aviv est spécialisée dans la recherche. Et on le voit dans le symbole qui est derrière nous, c'est ce cheval de Troie, un cheval de Troie 100% numérique. Finalement, le travail, la recherche, c'est la meilleure réponse à apporter face au corona et face à la crise.
C'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours quel est ce cheval de Troie construit à l'aide de morceaux d'ordinateur. Cette université mène des recherches dans les domaines informatiques et digital et nous espérons que de nos chercheurs viendra le vaccin qui mettra fin au virus du corona et que nous l'oublierons vite. L'autre symbole, c'est aussi la synagogue qui se trouve au cœur de ce campus, où nous allons nous rendre d'ailleurs dans quelques minutes avec nos invités. La synagogue Symbalista. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette synagogue, qui regroupe deux bâtiments, l'un pour la pratique religieuse et l'autre pour l'étude peut-être un petit peu plus laïque? À l'université de Tel Aviv, nous tenons à faire la différence, que nous respectons, entre le domaine privé, chacun peut croire ce qu'il veut, et le domaine public. Cette synagogue est présente dans un concept culturel. Il y a donc une synagogue qui fonctionne le vendredi et le samedi quand le campus est fermé, mais il y a aussi une mosquée et une salle de prière pour les étudiants chrétiens. Mais encore une fois, c'est selon le choix de chacun que nous respectons. Je vois souvent des étudiants prier, moi-même quelquefois je m'associe à l'office quand il faut 10 hommes. Au sein de cette université, c'est un centre culturel où nous reconnaissons le judaïsme au même titre que les autres religions et c'est ce que cela représente pour nous. Eyal Zisser, merci beaucoup pour nous avoir accueillis ici dans cette université de Tel Aviv où nous allons poursuivre toute cette émission. On va partir justement maintenant devant cette synagogue pour parler ensemble de ce début d'année très particulier. Certains d'entre vous qui nous regardent depuis la France ne peuvent pas rejoindre leurs proches en Israël. D'autres en Israël ne peuvent pas voir leur famille en France. D'ailleurs, à quoi vont ressembler les fêtes? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, le point en images avec Ava Mergi. Des célébrations sous le signe de l'extrême prudence. Voilà à quoi ressembleront les fêtes juives de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot en Israël en cette année forcément particulière. Cette année, les familles sont appelées à éviter les grands rassemblements, par crainte du risque de contamination. Les fidèles pourront prier à l'intérieur des synagogues, jusqu'à 1000 personnes, à condition que la superficie dépasse 40 mètres carrés. L'espace des synagogues sera compartimenté. Le nombre précis de fidèles autorisés dépendra de la taille du bâtiment, du nombre d'entrées dans ce bâtiment et surtout de la couleur de la ville où vous vous trouvez, selon l'importance du risque sanitaire. Conformément au plan Ramsor de Roni Gamzou aujourd'hui, dans une ville rouge, exemple Bnei Brak ou Beth Shemesh, seules 10 personnes sont autorisées à prier à l'intérieur d'un bâtiment et jusqu'à 20 personnes en extérieur. Dans une ville orange, 25 personnes à l'intérieur et jusqu'à 50 personnes en extérieur. Dans une ville jaune, 50 personnes à l'intérieur et 100 en extérieur. Dans une ville verte, 100 fidèles à l'intérieur et jusqu'à 250 en extérieur. Pour les fêtes du mois de Tishri, des aménagements sont prévus, afin de permettre au plus grand nombre de prier en extérieur malgré les restrictions en vigueur. Il sera possible de prier en espace ouvert, si cet espace est divisé en capsules, comme c'est le cas aujourd'hui au mur occidental. L'espace devra être divisé en capsules de 20 personnes. Pour les fêtes de Rosh Hashanah, les autorités demandent expressément aux officiants de ne pas se passer le chauffard de main en main ou encore d'interdire les kidouches, la bénédiction sur le vin, après l'office. Pour le Nouvel An juif, les Israéliens qui effectuent traditionnellement un pèlerinage à Ouman ne pourront pas le faire. Dans le même temps, le spectre d'un confinement général pendant les fêtes plane toujours, si le gouvernement le juge nécessaire. Et nous voici maintenant installés devant la synagogue au cœur de cet immense campus de l'université de Tel Aviv. Derrière moi, la synagogue Symbalista. Et autour de moi, nos invités du jour. Et les voici. Moti Hayot. Il est accompagnateur de start-up israéliennes sur le marché francophone, cofondateur du mouvement citoyen Nikion Kapaim. Vanessa Rouch. Elle est agent immobilier spécialisé en projets et investissements dans tout le centre d'Israël. Gisèle Abazon. Elle est interprète de conférences. Éric Seton. Il est directeur médical au centre médical d'Herzliya. Rav Chaim Ishai. Il est médiateur et rabbin de communauté à Bnei Brak. Michael Ben Soussan. Il est praticien
de neurofeedback dynamique. Et merci à tous d'être là avec nous pour cette émission un petit peu particulière. Certains sont là par plaisir, d'autres de force parce qu'ils n'ont pas pu encore se rendre en France ou ne pourront pas se rendre en France pour les prochaines fêtes. D'ailleurs, on va commencer comme ça cette émission, si vous le voulez bien, un petit tour de table pour savoir si vous avez prévu de partir, si vous pourrez partir ou si vous avez prévu, eh bien peut-être d'attendre des proches. Vanessa Rouge, vous, c'est votre cas justement. Vous risquez de passer les fêtes totalement seule et sans votre famille. Tout à fait. J'avais prévu au départ, ma famille devait venir. Finalement, avec les 14 jours de quarantaine, c'est un petit peu compliqué. On se retrouve un petit peu perdu au jour d'aujourd'hui et je ne sais pas si je vais pouvoir me permettre en tout cas de prendre un mois de vacances finalement, entre guillemets, puisque c'est 2 semaines de fête et 2 semaines de quarantaine derrière. Voilà. Donc je vais me retrouver toute seule. C'est une grande déception pour vous ? Énormément. Pour moi, les fêtes, c'est pas possible d'être seule, tout simplement. C'est un moment que l'on ne rate pas année après année, c'est d'une symbolique très forte. C'est plus que fort, c'est notre identité, en tout cas pour ma part. Ouais. Gisèle Abazon, vous avez trouvé une autre solution, partir dans un pays, mais un pays autorisé. Absolument, absolument. Cette fois-ci, j'ai décidé d'arrêter d'être prisonnière de Sion et je vais aller faire Yom Kippour à Salonique et Sukkot dans la Grèce du Nord. Voilà. Donc on va rappeler que la Grèce est un pays vert, contrairement à la France. Exactement. C'est une solution par défaut ? Oui, absolument. C'est pour éviter d'avoir une quatorzaine en rentrant et en même temps de pouvoir un petit peu sortir du pays parce que ça suffit. Voilà, et j'ai retenu votre expression, prisonnière du sillon. Prisonnière de Sion, oui. Absolument. Vous étouffez aujourd'hui en Israël ? Ah, complètement, oui. Complètement, oui. C'est petit Israël et on est nombreux ici. Donc dès qu'on essaye de trouver un petit coin tranquille pour respirer, pour être un peu ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Voilà. Ouais, et c'est très compliqué quand, depuis maintenant le mois de mars, on n'a pas la possibilité de partir. Oui. J'ai calculé, là, j'ai pas pris d'avion depuis le mois de janvier. Je crois que ça m'est jamais arrivé depuis 40 ans que je vis ici. Ouais, c'est un pays où on bouge beaucoup, en fait. Absolument. Rav Chaim Ishai, vous avez une responsabilité sur ce plateau, puisque je vais vous poser une question un petit peu délicate. Qu'est-ce que vous allez conseiller à vos fidèles pour les prochaines fêtes qui arrivent, pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour Sukkot, quand on sait que se rendre dans une synagogue, c'est encore considéré comme quelque chose de compliqué et peut-être dangereux pour certaines populations à risque. Dans la majeure partie des synagogues aujourd'hui en Israël, tout simplement, on limite le nombre de participants dans les synagogues. Le nombre de personnes, arriver à un certain nombre de personnes par rapport à la grandeur de la synagogue, c'est ce qui est fait en réalité. C'est ce qui est fait sur le terrain en réalité, d'accord ? Ils ont dit qu'ils limitent les offices à 10 personnes et à 20 personnes. Sur le terrain, en réalité, dans la ville de Netanya, où aujourd'hui je demeure et je vais prier à Netanya, je peux vous dire que sur le terrain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, dans les synagogues, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place des espaces où clairement c'est séparé. Alors soit ils ont fait des murs en plexiglas, soit ils ont dressé des grandes barrières recouvertes totalement de nappes en plastique, d'accord ? Où dans chaque carré, on limite le nombre de participants à 10 personnes. Et tout le monde doit porter... On crée des espaces. Mais là, ma question, elle est particulière. Oui. Elle porte sur Rosh Hashanah, Kippour, le Nouvel An. À un moment de l'année, normalement, l'appel à la prière est général, et c'est même un devoir, normalement, d'entendre, ne serait-ce que d'entendre le chauffard. Regardez, moi, par exemple, je reçois des appels de France, où les gens en France, beaucoup de gens ont peur d'aller à la synagogue pour Rosh Hashanah et Kippour. Vous leur dites quoi ? Ils me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme prière depuis la maison. Alors il faut savoir une chose, c'est un drame cette année, Rosh Hashanah et Kippour, parce que les fêtes juives, au-delà de la dimension religieuse, c'est avant tout la réunion familiale. C'est-à-dire la symbolique même de la fête juive, la symbolique même du Shabbat, que l'on soit religieux ou non religieux, d'accord ? Contrairement à l'image qu'on veut porter, la majeure partie des non-religieux en Israël se réunissent le vendredi soir, ils font le kiddush, ils achètent les chalot. Dans les magasins, on les voit, ils disent qu'ils achètent l'irvot Shabbat Kodesh, alors qu'ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas pratiquants. Mais tout le monde pour honorer Shabbat. Tout le monde le fait pour honorer Shabbat, premièrement, mais en plus pour se réunir au niveau de la famille. Donc maintenant, quand cette année, on va se retrouver, premièrement, avec une possibilité où on va nous dire les familles, même ici, elles ne pourront pas se réunir, d'accord ? C'est compliqué. Et en plus de ça, avec une dimension, on va dire aux gens, n'allez pas à la synagogue. Rosh Hashanah, c'est compliqué. Kippour, c'est encore plus compliqué. Parce que Kippour, les gens... C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez dire à vos fidèles ? Venez ? Alors, justement, non. Il faut faire attention. Premièrement, il faut respecter toutes les recommandations du ministère de la Santé. D'accord ? Donc, il faudra aller dans des endroits, pour ceux qui pourront aller dans des endroits, qui respecteront toutes les recommandations.
Par exemple, à Bnei Brak, dans la ville de Bnei Brak, on a prévu déjà dans différents endroits, dans plein d'immeubles, en bas de chaque immeuble, pour Bnei Brak, pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, on a prévu des espaces ouverts où des ventilateurs ont été installés, où des climatisations ont été installées en plein air. On s'est organisé pour qu'il y ait plein de petits offices dans les cours des immeubles, pas dans les synagogues. Donc votre message, c'est qu'au fond, les synagogues se sont adaptées et sont prêtes à recevoir, aux offices de s'adapter. sous le respect des règles, le maximum de Bien fidèles. sûr, bien entendu. À côté de vous, Michael, vous avez décidé de faire autre chose, pas d'aller en France ou d'attendre de la famille de France, mais de partir à Ouman. On va rappeler qu'Ouman, aujourd'hui, c'est un lieu qui est presque devenu un lieu de pèlerinage au moment des fêtes de début d'année. Vous pensez pouvoir y arriver finalement ou pas ? Bonjour Benjamin. Alors déjà, comme l'a rappelé juste avant le Rav Yishai, nous on se plie déjà aux décisions du gouvernement. À aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a aucune décision ni statut qui ont été accordés pour laisser rentrer de nouveaux pèlerins dans la ville d'Ouman, d'accord ? Donc depuis, je crois, le 30 août, tout est bloqué. Donc tant qu'aujourd'hui une décision politique ukrainienne et israélienne conjointe n'a pas été prise là-dessus, il n'est pas envisageable. Mais dans l'absolu, vous êtes prêt à y aller avec tous les risques que ça comporte. Mais je vous dis une Parce fois que ça n'est pas une simple synagogue, c'est un énorme rassemblement à Ouman. Aujourd'hui, déjà, on respecte, on suit et on approuve les décisions qui ont été prises par le ministère de la Santé. Non, mais je vous demande, vous, à titre personnel, vous n'avez pas peur de vous rendre à un tel rassemblement ? Si aujourd'hui les conditions politiques le permettent, alors oui, j'irai. Si on est dans la légalité de le faire. Car aujourd'hui, même à Ouman, le président ukrainien s'est rendu lui-même personnellement dans... Non mais ma question, elle n'est pas politique, elle est médicale. Vous n'avez pas peur pour votre santé ? Aujourd'hui, à Ouman, les dispositions ont été prises pour aujourd'hui installer des barrières de sécurité. Il y aura beaucoup moins de fidèles cette année également dans la ville d'Ouman. Là où normalement le rassemblement, c'est 70 ou 80 000 personnes. Aujourd'hui, on attend peut-être 8 à 10 fois moins de pèlerins. Donc il y aura de fait beaucoup moins de personnes qui viendront. Et nous sommes des gens responsables, nous sommes des pères de famille et la santé vaut tout. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre quelques risques que ce soit. En accord avec, une fois de plus, toutes les prédispositions sanitaires, si cela nous est possible de le faire, on ira. Car aujourd'hui, en tant que Breslev est attaché à Rabbi Nachman, aller à Ouman chaque Rosh Hashanah, c'est la chose fondamentale pour nous. Donc à partir de là, voilà, on attend que les politiques nous donnent Vous attendez en tout cas ce feu vert. Gisèle Abazon, comment vous réagissez quand vous voyez, on a l'exemple de Michael, mais toute une population qui est prête aujourd'hui à partir à Ouman avec, en espérant que les conditions sanitaires soient respectées, tout de même un certain risque de partir là-bas, peut-être être contaminé en nombre et de ramener ensuite cela en Israël. Je dois avouer que je ne juge et je ne me permettrai jamais de juger quiconque dans sa pratique et dans sa foi et dans ses aspirations. Il me semble, en tout cas, moi personnellement, j'ai l'impression quelque part qu'il y a d'un côté une hystérisation autour de cette pandémie. Je pense qu'on en fait beaucoup trop. Enfin, c'est quand même pas la peste bubonique. On est dans j'ai l'impression qu'on a un peu perdu toute logique, tout contrôle. On est dans une espèce de psychose collective. Alors, je dis pas ça à propos de Ouman. Je veux dire Ouman ou tout ce qui a, d'une certaine manière, la limitation à la liberté individuelle arrive à des stades qui sont, pour moi en tout cas, assez difficilement admissible. Maintenant, en ce qui concerne Ouman, personnellement, je peux difficilement m'identifier parce que moi, l'idée du pèlerinage me semble étrange. Mais ce n'est pas là-dessus que veux dire, ça n'est pas là-dessus. C'est pas sur ça que je vous interroge, non, sur le bien fondé d'un pèlerinage. Voilà, chacun fait son choix et on le respecte totalement. Voilà, non, et je veux dire que dans le cas de figure, on est dans une espèce de situation justement complexe parce que d'un côté, si c'est la peste bubonique et que tout le monde risque de mourir parce qu'ils vont revenir à 3000 de Ouman, évidemment qu'il faut l'interdire. D'un autre côté, si on interdit déjà tellement de choses, alors c'est pas possible
je veux dire, il faut décider. Ou bien c'est très dangereux, et dans ce cas-là, personne ne va ni en pèlerinage, ni ailleurs. Ou bien c'est pas dangereux, et dans ce cas-là, c'est ni Ouman, ni la quatorzaine. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut tout ouvrir complètement. Il y a une espèce de... On s'est emberlificoté. J'ai vraiment la sensation que le monde s'est emberlificoté dans cette affaire et qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Plus personne ne sait vers où se tourner. Et on voit que le gouvernement lui-même ne sait jamais trop vers où se tourner, vu qu'il change beaucoup de... Non, mais c'est pas le gouvernement seulement ici. Au-delà même. La question c'est pas seulement le gouvernement. Moi, mon sentiment, c'est que dans le monde entier, il y a une espèce d'atmosphère postmoderne où l'homme n'admet plus la mort. Voilà. Il n'y a plus un gouvernant qui est capable de dire, bah oui, écoutez, c'est vrai, la vie se termine à un moment donné ou à un autre. Donc pour vous, on aurait dû quoi? On aurait dû laisser les portes ouvertes depuis le début? Faire comme certains pays qui ont fait ce choix et qui après ont fait marche arrière? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas On épidémiologue. va entendre après un membre du corps médical qui est là. J'ai l'impression qu'il y a quelque part dans ce que disait le professeur Lass, et là je ne me mêle absolument pas de médecine ou d'épidémiologie, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est ni la première ni la dernière épidémie dans le monde, et que c'est la première épidémie par contre qui effectivement a des réseaux sociaux et des politiques qui sont sous la loupe en permanence et à qui on demande de prendre des décisions à chaque demi-heure pour chaque pas que l'on fait. Et il y a quelque chose qui est totalement... on s'est complètement piégé. Et qui vous dérange. Écoutez, on va entendre les réactions des uns et des autres dans quelques instants. Petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de nos conversations, ici, toujours au cœur du campus de l'Université de Tel Aviv. À tout de suite. Et merci de nous retrouver pour la seconde partie de ces conversations avec vous, ici depuis l'université de Tel Aviv. Derrière moi, la synagogue de cette université, synagogue en forme de rouleau de la Torah. Et à l'occasion des fêtes de Tishri, le nouvel an juif, avec Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, certains d'entre vous ne peuvent pas venir en Israël, d'autres ne peuvent pas attendre des proches. Et justement, avec vous depuis tout à l'heure, eh bien, on discute de cette situation un petit peu compliquée. Éric Seton, on en perd un petit peu où son hébreu, où son latin. Est-ce que les mesures aujourd'hui prises par le gouvernement israélien, et Gisèle Abazon le disait juste avant la pause, est-ce que ça manque pas un petit peu de cohérence tout ça? Non, je crois que maintenant nous sommes rentrés dans une phase de cohérence. Je crois qu'au début, il y a eu une phase de panique, et la phase de panique est donc où on a mis un confinement généralisé très brutal qui a permis un coup d'arrêt. Mais c'était parce que les gens ne comprenaient pas, en fait, les dirigeants ne comprenaient pas exactement comment se conduire. Et là, en fait, nous comprenons qu'il faut faire et responsabiliser les gens. Il faut faire des mesures qui soient des mesures, comme le disait le Rav Ishaï, des mesures qui permettent de vivre avec le virus d'un côté, mais de continuer la vie. Et je crois qu'en fait, c'est le grand message de Rosh Hashanah. C'est-à-dire d'un côté, on va aller à la synagogue, il faut aller à la synagogue, mais il faut aller dans les synagogues qui prennent les mesures qui permettent d'être en bonne santé, de garder sa santé. Donc vous dites que les autorités étaient aussi perdues que les citoyens au début, tout à fait. Mais aujourd'hui elles ont la maîtrise de la situation? Maintenant on comprend qu'en fait il faut manœuvrer avec le virus. On ne peut pas faire des confinements généralisés trop longtemps. C'est nocif, c'est également nocif du point de vue médical, parce que les gens ne se font pas soigner. Donc la pathologie qu'on arrête maintenant, on va les voir dans les mois et dans les années qui viennent. Donc c'est très dangereux au point de vue médical. Pas seulement le confinement, mais également du point de vue socio-économique. Nous savons que les gens qui ont un niveau socio-économique plus bas se soignent moins bien.
Donc il faut prendre tout cela en considération. Et maintenant, ça paraît peut-être un peu plus confus parce que ce n'est pas le confinement ou non, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus maintenant fluide. Je crois que depuis que le professeur Gamzu a pris la direction, je crois qu'il faut vraiment le féliciter parce qu'il mène une politique claire. Il arrive à manœuvrer entre les différents politiciens, avec l'armée, avec les différents ministères. Mais les chiffres, malgré cela et malgré son arrivée, ne sont pas forcément plus rassurants. Les chiffres ne montent. Ce n'est pas une vague. On savait qu'on allait avoir une deuxième vague ou la queue de la première vague, en fait, en libérant le confinement. Donc je pense qu'on est encore dans les chiffres. Et je crois que Netanyahou a remis à 700 ou 800 le chiffre de malades graves où on devrait considérer un confinement. Et je crois que c'est logique parce que le système de santé israélien est capable d'absorber beaucoup plus que ce qu'on l'a cru au départ. Donc vous dites qu'il y a une cohérence. Moti Hayot, est-ce que vous, en tant que citoyen, vous dites aujourd'hui, je suis face à un Premier ministre, un gouvernement qui gère la situation comme il le devrait? Écoutez, moi ce que fait le ministre ou le gouvernement, ça ne m'intéresse pas trop. Je vous dis honnêtement, moi je ne vois pas d'épidémie, je ne vois pas de pandémie, je ne vois pas de mort, je ne vois même pas de malades. J'invite tous les téléspectateurs à aller se promener dans les hôpitaux et aller voir ce qui s'y passe. Je les invite à aller aux urgences, aller dans les services spécialisés Covid et aller voir ce qui s'y passe. Ils seront surpris. Moi, je ne sais pas où est cette pandémie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Il y a eu une première vague, on nous parle d'une deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague. Je vais vous raconter quelque chose d'assez court. Moi, du mois de décembre jusqu'au mois de mars, j'ai vécu en Asie et j'étais dans le sud-est asiatique. J'ai vu le Covid démarrer à cet endroit-là, sachant que 50% des touristes dans ces pays-là, j'ai été à peu près dans 8 pays. Donc j'ai vu cette pandémie démarrer. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout géré les choses comme c'est géré en Europe et encore moins en Israël. Ça a été pris d'une façon, je veux dire, très sérieuse, mais on n'est pas parti dans tous ces délires qu'on voit, nous, ici. Pardonnez-moi, mais le confinement, ça a commencé là-bas? Non, pas du tout. En Chine, ça a été les premiers qui ont imposé le confinement. Mais d'abord, ce n'est pas toute la Chine qui a été fermée. Ensuite, pour parler de là où moi j'étais au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, en Birmanie. J'ai fait le tour vraiment des Philippines, etc. Et je suis rentré au moment où les vols s'arrêtaient et on m'a obligé de rentrer. D'ailleurs, il y a un grand scandale avec les compagnies aériennes qui ne remboursent pas les billets, mais enfin ça, on pourrait en parler. Mais je vais vous dire, ils ont traité ça avec sang-froid, mais sans perdre la tête et sans démolir l'économie. Quand je vois ce qui se passe ici au niveau de l'économie, c'est dramatique. On a une simple statistique. Nos chers députés et ministres se sont fait augmenter le salaire de 14% parce que le salaire moyen en Israël a augmenté de 14% alors que le chômage est passé de 4 à 21%. Comment on explique ça? C'est très simple. C'est que toute la population en Israël qui gagne des petits salaires a disparu des statistiques parce qu'ils se sont retrouvés sans travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le salaire moyen, c'est faux ce qu'on nous raconte sur le salaire moyen. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Pardonnez-moi, mais quelles sont les mesures que le gouvernement israélien n'aurait pas dû prendre, d'après vous? Si vous me dites qu'ici, ils font n'importe quoi par rapport à ce que vous avez vu en Asie. Moi, je pense qu'on doit continuer à vivre normalement, mais en faisant attention. Il se trouve que je suis trésorier de la synagogue de mon quartier et on gère très bien ce problème de Rosh Hashanah et des fêtes qui vont arriver. Écoutez, soyons sérieux, personne, ou en tout cas la moitié des gens dans la synagogue ne portent pas de masque. Ils le portent sous le nez. C'est quand même incroyable. Alors on nous fait croire que le fait d'avoir un masque, ça nous protège. C'est faux, les gens ne mettent pas les masques et il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de mort. Tout ça, c'est Pardonnez-moi, mais il y a des chiffres aussi avec des morts. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de morts. Et parmi les gens qui nous regardent, il y a peut-être des téléspectateurs qui ont perdu des proches. Je vais vous donner juste un chiffre. Tous les ans, en Israël, on a 6 000 morts à cause de la pollution.
tous les ans. Est-ce que vous avez vu une usine qui pollue en Israël qui a fermé à cause de ça? Pas du tout. On n'a pas 6 000 morts, là, on ne parle pas de 900 morts en 6 mois. On parle de 6 000 morts, 600 morts tous les ans, tous les mois à cause de la pollution. Est-ce que vous avez vu une usine fermée? Aucune. Les Donc vous voulez relativiser en fait cette mortalité-là et cette morbidité-là par rapport à d'autres. C'est un peu dangereux, je crois, de relativiser et d'être dans un état de béatitude vis-à-vis de la pandémie. La pandémie existe. Elle existe, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe, on l'a vu en Asie. Donc il faut relativiser les choses. Je crois que c'est vrai que nous devons vivre avec le virus. Il faut se souvenir, Israël est un pays qui a une seule porte d'entrée. C'est l'aéroport de Ben Gurion. Okay? Donc en fermant l'aéroport de Ben Gurion, nous fermons toutes les portes d'entrée. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, premièrement. Deuxièmement, Israël a un système de santé très avancé, d'accord, où même en médecine interne, dans les services de médecine interne, nous savons ventiler des malades. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les autres pays. Donc nous savons traiter des malades graves, respiratoires graves, et même les ventiler dans des services de médecine interne et non pas en réanimation. Donc on a la possibilité d'accueillir plus de malades et de les traiter. Nous voyons des malades graves, des malades jeunes. En fait, la principale cause d'aggravation du Covid, c'est l'obésité et les maladies cardiaques, mais surtout l'obésité. Et il ne faut pas être dans un état de nier la pandémie. Elle existe, elle fait des morts, une mortalité beaucoup plus importante dans les pays qui n'ont pas été préparés et qui n'ont pas fermé leurs frontières de façon très brutale, très rapidement. Donc Israël a eu raison, selon vous, d'appliquer ces mesures fermer les frontières très strictes dès le début, de fermer les frontières. La fermeture des frontières, oui. Le confinement généralisé a été un coup très très dur pour l'économie et ça va prendre du temps à se relever. Je crois qu'il était trop brutal. Mais l'épidémie existe, il ne faut pas la nier. Excusez-moi, mais je n'ai pas dit que l'épidémie n'existe pas. J'ai juste dit que cette épidémie, il y a eu une première vague qui était dramatique. Et d'ailleurs, on voyait sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui perdaient des proches et ont demandé à tout le monde de lire les Tehillim pour les gens qui étaient gravement malades. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais ça a duré 2 mois. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une personne annoncer sur les réseaux qu'elle a perdu un proche de sa famille? Il y a eu 14 morts récemment, oui. Pas en une seule journée. Non, il faut continuer à faire attention. On a compris vos messages aux uns aux autres, mais je voudrais qu'on passe la parole et quelques réactions. Je ne suis pas médecin, je suis une simple citoyenne. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, je peux prouver par A plus B, puisque j'ai des proches et des amis, au jour d'aujourd'hui, malades. D'accord ? Donc la pandémie, elle existe encore aujourd'hui. Pas morts, mais certains dans un état grave, malheureusement. Certains même dans le coma. On meurt plus de ce virus. J'ai connu des morts, j'ai connu des gens qui sont malheureusement décédés. D'accord ? On parle de la même période, c'est-à-dire février-mars. Oui, mais au jour d'aujourd'hui... Alors aujourd'hui, je vous réponds, on ne sait pas encore... J'espère en tout cas que ça s'arrangera, mais actuellement, je connais des personnes qui sont dans le coma. Pardonnez-moi, Moti, mais mon rôle est celui de modérateur, mais je ne peux pas laisser non plus dire n'importe quoi. Il y a des morts du coronavirus aujourd'hui. C'est une chose de dire qu'il y a moins de morbidité du coronavirus par rapport au cancer, par rapport à la mortalité sur la route, on le sait. Mais c'est une chose de dire, elle n'y est pas. J'aimerais qu'on entende aussi les autres intervenants. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mort du corona. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a... Je veux dire, c'est pas une pandémie. Il y a des gens qui meurent des accidents de voiture et de la cigarette. On n'a pas interdit la cigarette, que je sache. Donc, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de mort du Covid. Je dis juste que les décisions qui sont prises concernant le Covid, vu les dégâts que ça cause au niveau économique, au niveau psychologique, au niveau du fonctionnement de l'État et du monde, parce qu'on ne parle pas que d'Israël, on parle du monde entier. Ce qui se passe en ce moment, on est tous en train de perdre la tête. On est tout simplement en train de perdre la tête. Alors bien sûr qu'il y a des morts, mais encore une fois, je vous dis, ça ne vous suffit pas, 6 000 morts de pollution, eh ben, ça gêne personne. Bon, votre point de vue, on l'a entendu, je voudrais qu'on passe la parole. Rav Michaï. Juste, j'aimerais vous dire une chose simple, c'est que malheureusement, au moment où une personne décède, au moment où il faut la mettre en terre, au moment où il faut accompagner les proches dans les shivas, on fait appel au rabbin.
Et malheureusement, moi je peux vous dire que rien que la semaine dernière, j'ai été sollicité à plusieurs reprises, dont une des fois pour un jeune père de famille, dont le fils aîné devait célébrer la bar mitzvah. Le fils aîné, le jour de sa bar mitzvah, il a célébré avec l'enterrement de son père. Un jeune papa de 45 ans qui n'a jamais eu le moindre passé médical. Pas la moindre maladie, pas la moindre faiblesse, ni au niveau du corps, ni du diabète, d'accord, ni obèse, rien. Le problème avec ce virus, et c'est ce que beaucoup de gens semblent ignorer, c'est que non, il est nouveau. Est-ce qu'il est mort de ce virus ? Il est mort du virus. Comment savez-vous ça ? Il est mort du Covid-19. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui meurent de ce virus. Excusez-moi. C'est pas possible. Moti, pardon, on a entendu votre point de vue. On ne va pas non plus monopoliser toute l'émission avec cette question-là. Gisèle. Non, je crois que là, on part dans une direction qui est complètement erronée. C'est-à-dire que nier le fait qu'il y ait un virus me semble absurde. Il est là. Je pense qu'un des problèmes, c'est de savoir comment on le gère et comment est-ce qu'on réussit à vivre sans entraver la liberté humaine, comment est-ce qu'on réussit à faire société et à continuer à faire société avec un minimum de liberté individuelle, avec ce virus qui est nouveau d'une part, donc on ne connaît pas, qui n'est pas la première pandémie. Et effectivement, je pense que ce qui le caractérise, c'est que c'est la première pandémie avec autant de communication à outrance qui fait que chacun a des opinions arrêtées et tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité, les dirigeants qui n'en savent pas beaucoup plus prennent des décisions de parce qu'ils font comme les autres et ils lisent les réseaux sociaux. Exactement. Je pense que c'est là que c'est parti en vrille. Il faut rendre justice également aux dirigeants. C'est la première pandémie du 21e siècle. Du 21e siècle. Et donc je crois qu'on apprend également, et les dirigeants également ont le droit d'apprendre. Ils ne se sont jamais été confrontés. On essaye d'apprendre de ce qui a été fait pendant la grippe espagnole en 1918. Et à propos, à ce moment-là également, le confinement a été également installé. Mais je crois qu'on comprend maintenant qu'en responsabilisant les gens, en leur expliquant les mesures, en comprenant qu'il ne faut pas se serrer la main, qu'il ne faut pas se postillonner l'un sur l'autre, je crois qu'on comprend qu'on arrive à couper la transmission du virus. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, partir du côté de Paris, parce qu'on a entendu évidemment l'inquiétude ici, des uns et des autres. Je ne pensais pas d'ailleurs que le débat allait virer sur l'existence ou non de ce Covid-19, mais ça veut dire que ce sont encore des infos que nous devons faire passer. On va partir à Paris pour voir comment ça se passe de l'autre côté avec un couple, Myriam et Gérard Aboulker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous depuis Paris. Vous deviez passer les fêtes avec votre fille. Finalement, ça ne va pas pouvoir être possible pour vous non plus d'ailleurs. Oui, en fait, c'était déjà depuis Pessah qu'on souhaitait venir leur rendre visite et passer les fêtes avec eux. Le vol a été décalé début juillet, ensuite début août. On l'a décalé à nouveau début octobre. Et là, on vient d'apprendre qu'il a été à nouveau annulé. Donc ça, c'est les complications des compagnies aériennes, mais elles répondent aux critères des gouvernements et de ceux qui dirigent nos vies. Et il est surprenant aujourd'hui que la simple liberté de mouvement puisse être aujourd'hui complètement contrariée par cette épidémie. Et les gouvernants, malheureusement, se plient à ces contraintes et nous imposent des règles qu'on aimerait bien pouvoir dépasser. Et vous, vu de France, comment vous considérez les autorités israéliennes? Est-ce que vous les considérez trop sévères avec ces frontières fermées? Moi, je trouve c'est un peu la douche froide. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. On donne des dates. On pensait que les gouvernements avaient ouvert l'aéroport pour le 1er septembre. Eh ben non, c'est le 1er octobre. Mais là, on avait un vol le 1er octobre. Il est annulé. Et deux poids, deux mesures. En fait, si on avait fait notre démarche pour avoir la nationalité israélienne, on aurait peut-être pu venir à Tel Aviv. Et là, c'est incompréhensible que cette barrière se ferme sous prétexte qu'on n'est pas les ressortissants d'un État, quel qu'il soit, que ce soit la France ou Israël. Là, on ne comprend pas. On n'est pas plus contagieux. Et alors, est-ce que vous envisagez, comme beaucoup, peut-être de faire votre alia uniquement pour avoir le droit de passer la frontière et venir ici en Israël? Malheureusement, oui. Ou heureusement, oui. Heureusement, oui. Mais moi, je suis prête à y aller. Même s'il fallait faire un bidoude, enfin ce qu'on appelle un bidoude, un confinement, j'ai besoin
Ça, c'est la maman qui parle. J'ai besoin de voir mes enfants et des petits-enfants. J'ai besoin d'avoir une date, d'avoir un projet, de voir mes enfants et mes petits-enfants pour avancer aujourd'hui dans ma vie personnelle en France et dans ma vie professionnelle. Chose que j'ai fait jusqu'à présent régulièrement. On avait l'occasion d'y aller au moins 3 à 4 fois par an pour aller voir la famille. Mon mari, moi j'ai une sœur, mon mari a 2 sœurs aussi en Israël. Bon, c'est sûr que la priorité sera donnée à nos enfants et petits-enfants, mais je suis prête à faire même s'il fallait un confinement pour aller les voir. Merci beaucoup Myriam et Gérard. J'espère évidemment que vous aurez la possibilité de retrouver vos proches très très rapidement. Alors voilà, ça c'est un exemple venu de France parce qu'ils nous regardent aussi, eux aussi aimeraient venir en Israël. Mickaël, j'aimerais vous passer la parole parce qu'on ne vous a pas entendu ces dernières minutes. Quand on entend ces témoignages venus de France, de ceux qui aimeraient venir. Ici, on discute encore du bien fondé des mesures du gouvernement. Est-ce que vous pensez, comme Éric Setton d'ailleurs, qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé, le gouvernement israélien maîtrise ce qu'il fait? Écoutez, c'est vrai que tout à l'heure on parlait des chiffres et qu'aujourd'hui on est autour des 2000 cas par jour, mais ce qu'on oublie de dire c'est que maintenant on teste 30 000 personnes par jour. Donc c'est sûr que si demain on en est à tester 100 000 personnes par jour, ces chiffres-là vont augmenter. Donc moi j'aimerais que, c'est bien d'annoncer le nombre de chiffres, le chiffre journalier, mais j'aimerais qu'on me dise quelle est la part des asymptomatiques. Parce que ça aussi c'est quelque chose quand même de très très important. Moi ma fille elle a été asymptomatique et donc on a eu 3 semaines de bidoude et je peux vous dire que c'est tant mieux qu'elle ait été asymptomatique, mais nous derrière c'est 3 semaines très compliquées à la maison enfermée. Donc c'est vrai que psychologiquement c'est compliqué et quand on a juste la courbe des chiffres et on nous dit 2000, 3000, on veut nous angoisser comme ça avec ces chiffres. Donc vous ne comprenez pas ces mesures de bidoude, de confinement? J'aimerais aussi que ce soit plus transparent. Quelle est la gravité de ce virus? Combien de personnes sont testées? Quelles sont les zones à risque et compliquées pour que nous aussi on puisse s'y retrouver? Et moi j'ai mes parents qui sont en France et mes parents aujourd'hui qui eux aussi viennent à toutes les fêtes et ils ont un appartement ici et ils n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis 8-9 mois. Et c'est pas évident. Nous quand on est jeunes et qu'on a fait notre travail il n'y a pas très longtemps, on a l'habitude d'avoir nos parents qui font des allers-retours, qui viennent pour nous aider avec les enfants, et là on se retrouve totalement démunis, en perte de repères. C'était un quotidien pour les populations francophones. Évidemment, sans parler de ceux qui font un alia Boeing et qui ne peuvent plus aujourd'hui aller travailler en France, revenir, c'est catastrophique. J'ai le même sentiment que monsieur Mickaël. Je pense qu'il faut plus de transparence. Après, je dis pas, je pense qu'en soi, on n'a pas de mode d'emploi. D'accord, que ce soit bien clair, dans le monde entier, il n'y a aucun mode d'emploi. Personne ne sait vraiment où ils mettent les pieds. Ils font des essais un peu de partout. Ils essayent de gérer la crise plus ou moins différemment selon les pays. Dans la finalité, on n'arrive pas encore spécifiquement à la gérer correctement. En tout cas, c'est ce que je pense. En Israël, on la gère comme on peut. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Je pense qu'après, il faut revoir effectivement cette loi sur la quarantaine. D'accord, c'est surtout ça par rapport déjà, ne serait-ce que pour voir nos familles, pour pouvoir un petit peu se retrouver, pour pouvoir reprendre nos repères avec plus de transparence face au gouvernement. Et de l'autre côté, peut-être revoir la prévention des malades. C'est surtout ça, je pense. Ça veut dire? Je pense qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est quand même capable de prévoir un peu mieux un malade, c'est-à-dire de comment il l'a eu, de la manière dont il a ses propres symptômes, puisqu'il y a des personnes qui ont des symptômes, d'autres pas. Chacun a des différents symptômes au jour d'aujourd'hui. Donc en plus, on ne peut même pas vraiment préciser cette maladie. Mais je pense que par exemple, une personne malade, peut-être revoir la façon de la mettre en quarantaine, revoir cette façon peut-être pour la guérir, etc. Ça va être plus le côté médical, donc je vous laisserai... Ce qu'on peut faire maintenant plus rapidement, c'est les enquêtes épidémiologiques, c'est savoir avec qui il a été en contact et essayer de casser rapidement la chaîne de transmission. C'est ce qu'on fait nous à l'hôpital. Nous faisons des examens des soignants et des soignés pour essayer de trouver le plus rapidement possible si quelqu'un est positif, même s'il est asymptomatique. Donc on est d'accord qu'on peut quand même revoir la quarantaine dans ces cas-là. C'est-à-dire que si une personne demain, le voyage, elle fait le test, quelques jours avant, le test en arrivant à l'aéroport et le test par la suite
une semaine après étant toujours négatif. On est bien d'accord que tous ces tests-là doivent être négatifs, voire même la prise de sang actuelle, qu'on est capable de voir s'il y a des anticorps, si on l'a eu, etc. Dans ces cas-là, les 14 jours de quarantaine, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut essayer de revoir ça. Ils ont été réduits par le ministère de la Santé. Ils ont été réduits par le ministère de la Santé. France, actuellement, mais il faut encore comprendre qu'ils ont été réduits pour les cas où il y a eu des réponses négatives. Donc il y a tout un cas de figure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les tests ne sont pas à 100% fiables. Et après l'exposition, il y a même jusqu'à au meilleur des cas, il y a près de 20% de réponses négatives qui sont faussement négatives. Mais ce que dit Vanessa, ça traduit au fond un sentiment général qui est ce ras-le-bol par rapport à ces 14 jours obligatoires et ce fameux bidou. On va devoir conclure cette émission. Raphaël, je vais devoir vous donner la parole à vous pour conclure, comme on est à quelques jours de Rosh Hashanah, devant ces synagogues, peut-être un message très rapide, peut-être pour rassurer ceux qui pourront venir ici, ceux qui pourront aller à la synagogue ou ceux qui ne pourront pas. Alors, on rappellera que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, mais c'est avant tout la fête durant laquelle, et c'est un jour de fête, curieusement, où Dieu vient, il nous juge. Il va ouvrir devant lui différents livres. Et il va décider où est-ce qu'il va nous inscrire. Après, on aura 10 jours de pénitence, jusqu'au jour du grand pardon, le jour de Kippour. Et là, il va finir par signer sa décision. Après, cette décision, elle n'est pas totalement scellée. Parce qu'il va attendre jusqu'à la fin de la fête de Sukkot, donc la fête des cabanes, le soir de Hoshana Rabbah, pour voir si finalement on a réussi à se rattraper. Et se rattraper, c'est très simple. Dieu, il n'attend pas forcément que les gens se renforcent en priorité dans leur rapport par rapport à lui. Dieu, ce qu'il nous demande en priorité, c'est de nous renforcer dans notre rapport par rapport à autrui, par rapport à notre prochain, par rapport aux membres de notre famille, par rapport aux étrangers, par rapport à l'humanité dans son ensemble, et d'arriver à faire la paix au sein de l'humanité. C'est la symbolique de Rosh Hashanah. Eh ben nous, on va essayer de faire la paix ici, alors, autour de ce plateau. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, les familles, même si elles seront séparées cette année, et même si beaucoup parmi nous auront envie d'être réunis tous ensemble, et que malheureusement, on risque d'être séparés de nos proches et de ceux qu'on aime, pensez à eux, priez pour eux, et puis quoi qu'il arrive, se dire que c'est une épreuve qu'on va tous traverser ensemble, comme beaucoup d'épreuves qu'a connues l'humanité, et qu'avec l'aide de Dieu, on va la surmonter. Surmontons-la. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci particulier à Johan Alemi, Solène Roth et Jennifer Levent qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre ville pour d'autres conversations. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'émission ? Écoutez, l'émission s'est très bien passée, s'est très bien déroulée. Surprise de voir le fondement, on va dire, les questions sur le fondement même encore de ce virus, de ce fameux virus. Je voudrais quand même faire une petite mise au point. J'ai jamais dit que le Covid n'existait pas, bien au contraire. J'ai juste dit qu'on en faisait un peu trop, mais bien sûr qu'il existe, c'est évident. En tout cas, tout ça, j'espère que va disparaître très vite et qu'on va retrouver nos réunions de famille. Cette épidémie existe, il ne faut pas la nier, il faut la regarder en face et il faut comprendre que nous faisons tout pour maintenant pour essayer de gérer la vie quotidienne avec l'épidémie de l'autre côté. J'ai beaucoup apprécié l'émission, c'était vraiment très riche le débat était très riche et les conversations étaient très chaleureuse, parfois un peu mouvementée, mais j'espère que les conversations de ce soir ont fait un peu avancer le débat et que les fêtes de Rosh Hashanah se passeront le mieux possible. Une des forces du peuple juif, c'est justement la pluralité et d'arriver toujours à pouvoir dialoguer les uns avec les autres, ce qui a été fait ce soir. Je pensais qu'on allait parler davantage de Rosh Hashanah, Kippour, à nouveau des fêtes qui allaient être confinées. Et on est reparti dans des débats évidemment passionnés sur le Covid-19 qui est de toute façon un sujet inépuisable. Et c'est toujours passionnant d'entendre tous les points de vue. Voilà, donc c'était très sympathique.